Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver, même si ce n'est que virtuellement. J'aurais préféré une présence physique, mais bon, on fera avec. L'avantage, c'est que je peux voir vos visages, il n'y a pas de masque interposé et vous pouvez voir le mien. Je voudrais tout d'abord remercier grandement pour cette invitation ma collègue et amie, le professeur Elsa Bernard, qui suit maintenant depuis un certain nombre d'années cette mésaventure du Brexit qu'elle analyse très finement dans ses travaux de recherche, dans les colloques qu'elle a organisés à l'université de Lille. Donc, merci beaucoup, merci Elsa de m'avoir donné l'occasion de présenter ces sujets des effets du Brexit sur la citoyenneté, sur les droits des citoyens. Euh, je vais vous présenter mon analyse, mes idées. Je sais que le format écran n'est pas évident, donc je vous invite, si vous avez des questions, s'il y a des points que vous n'avez pas tout à fait suivis, ou si vous avez tout simplement des observations, des remarques, je vous invite donc à ne pas hésiter à poser vos questions au fur et à mesure ou à faire des observations. Je pense qu'il est important d'essayer de maintenir, y compris dans ce format écran, l'interaction nécessaire à ce type d'échange. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Et je trouve pour ma part que les questions, les remarques sont toujours très, très enrichissantes. Moi, je note toujours car j'ai des nouvelles idées. Donc, n'hésitez vraiment pas. Donc, si vous voulez, le sujet des effets du Brexit sur les droits des citoyens mérite l'attention au moins pour deux raisons. D'une part, il s'agit du nombre de personnes concernées qui est très élevé. Bon, même si les chiffres varient quelque peu, 3 millions de personnes, citoyens de l'Union et membres de leur famille, y compris ressortissants de pays tiers installés au Royaume-Uni, et puis un peu moins d'1,5 million de citoyens britanniques qui vivent dans l'un des 27 États de l'Union européenne. D'autre part, je pense qu'il s'agit là d'une véritable affaire test pour la capacité de l'Union de protéger ses citoyens. Je pense que vous savez que le thème de la protection est omniprésent dans le discours des acteurs politiques européens. Donc, je pense que c'est une occasion de voir si l'Union a été et si elle sera capable dans l'avenir de protéger le droit et les choix de vie faits par ses citoyens anciens et actuels en fonction de droits à la mobilité qui étaient offerts par le traité et par le droit dérivé. Les droits, si vous voulez, les personnes concernées ont déjà traversé une très longue période d'incertitude et d'angoisse. Et je tiens à le souligner. Cette période a commencé avec la campagne qui a précédé le référendum au Royaume-Uni. Parce que cette campagne a été, vous le savez probablement, dominée par le sujet de l'immigration intra-européenne et extra-européenne, et il y avait une confusion totale et opérée délibérément par plusieurs acteurs politiques et dans plusieurs médias entre immigration des ressortissants des pays tiers et mobilité des citoyens de l'Union. Je ne sais pas si vous vous souvenez cette image de Nigel Farage devant une énorme affiche avec la vague de demandeurs d'asile
The Breaking Point, hein, qui, je pense, a fait beaucoup de dégâts et qui a créé un contexte sur lequel je reviendrai plus tard, qui en tout cas n'est pas propice à la bonne application de l'accord de sa deuxième partie concernant le droit de citoyen. Donc, campagne avant le référendum qui a aussi été marquée par la stigmatisation d'une communauté particulière de citoyens de l'Union installés au Royaume-Uni, les ressortissants des pays d'Europe centrale et orientale, notamment les travailleurs polonais et leurs familles installées au Royaume-Uni. Ces personnes étaient présentées encore une fois comme une menace pour l'emploi des Britanniques, comme une source de pression pour les services publics, notamment en matière de santé, de prestations sociales et familiales. Or, il faut rappeler que c'était le gouvernement britannique qui avait fait le choix en 2004 de ne pas activer les dispositions transitoires en matière de libre circulation des travailleurs qui étaient prévues dans les accords d'adhésion de nouveaux États membres, contrairement à d'autres États comme l'Allemagne, la France, l'Autriche, qui, eux, avaient activé ces régimes transitoires. Donc, le gouvernement britannique à l'époque avait dit, moi, j'ai une économie qui va bien, j'ai besoin de travailleurs, qu'ils viennent. Donc, ces personnes, ces travailleurs, notamment polonais, sont allés s'installer au Royaume-Uni et ils ont par la suite malheureusement fait l'objet de cette stigmatisation inacceptable durant la période qui a mené au référendum. Et la période d'incertitude traversée par les personnes concernées par le Brexit a malheureusement continué après le référendum pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire entre juin 2016 et fin 2019, où enfin nous avions la certitude qu'il existerait un accord qui garantirait le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc 3 ans et demi, ça c'est très très long. Et cela, même si dès le départ, des assurances ont été données de deux côtés, donc côté gouvernement britannique et côté Union européenne, concernant la nécessité de préserver les droits des citoyens. Les deux côtés, ça c'était un point de consensus qu'il faut absolument préserver les droits acquis. Mais malgré ces assurances, l'accord de retrait n'arrivait pas et donc c'est pour cela que les personnes concernées ont en vain et vraiment à plusieurs reprises réitéré leur demande de dissocier la partie relative aux droits des citoyens du reste de l'accord. Il disait, regardez, il y a un consensus sur ces questions, pourquoi est-ce qu'on ne dissocie pas cette partie? Comme ça, nous avons la certitude que nos droits seront garantis. La réponse a toujours été négative, donc les personnes concernées ont vraiment eu le sentiment d'être devenues une monnaie d'échange dans les négociations extrêmement tendues, extrêmement difficiles entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, le 27. Et si vous voulez, donc on a assisté aussi à plusieurs phénomènes, une nette hausse du nombre de demandes de naturalisation présentées par les citoyens de l'Union installés au Royaume-Uni, par le Britannique installé dans le 27. D'ailleurs, les résidents de l'Irlande du Nord, qui ont souvent la double nationalité britannique et irlandaise,
ont activé, souvent pour la première fois, la nationalité irlandaise. Ils ont demandé un passeport irlandais pour préserver les bénéfices de la citoyenneté de l'Union. À côté de cela, nous avons assisté à un phénomène qualifié de Brexode, c'est-à-dire une augmentation des départs accompagnée d'un déclin des arrivées des citoyens européens sur le territoire britannique. Donc, cette question, cette nécessité de préserver le droit attaché à la citoyenneté, a eu aussi des effets sur le plan politique, sur le plan contentieux. Sur le plan politique, il y a eu des initiatives politiques en faveur d'une citoyenneté d'association, du maintien de la citoyenneté de l'Union par les ressortissants britanniques qui le souhaiteraient, des initiatives citoyennes présentées aussi en ce sens, qui n'ont pas abouti, comme vous le savez. Et il y a eu des affaires aussi bien devant les juridictions nationales que devant les juridictions européennes au sujet du maintien d'une manière ou d'une autre des droits attachés à la citoyenneté. Donc tout cela vous montre quand même que les personnes concernées étaient particulièrement affectées et ont consenti plusieurs efforts pour trouver une solution. Bon, c'est finalement l'obtention d'un accord de retrait qui a mis fin à cette période d'angoisse, de précarité, d'incertitude. Et j'insiste là-dessus pour vous montrer que déjà, c'est une très, très bonne chose d'avoir eu cet accord, d'avoir obtenu cet accord de retrait qui, certes, n'est pas parfait, mais qui fait déjà beaucoup de choses. Donc, comme vous le savez probablement, l'accord de retrait prévoit, plus précisément l'article 126, prévoit une période de transition allant jusqu'au 31 décembre 2020. En vertu de l'article 132, il était possible de prolonger jusqu'à 2 années supplémentaires cette période s'il y avait une décision en ce sens du comité mixte, qui est l'organe composé des représentants du gouvernement britannique et des institutions, enfin essentiellement de la Commission européenne, chargée de la gouvernance de l'accord. Mais il n'y a pas eu de décision en ce sens, donc la période de transition prendra fin le 31 décembre 2020. Donc, durant cette période de transition, le régime européen de la mobilité de personnes, le droit de l'Union en matière de mobilité de personnes s'applique pleinement. À partir du 1er janvier 2021, les droits des citoyens de l'Union et des membres de leur famille installés au Royaume-Uni, ainsi que le droit des Britanniques et des membres de leur famille installés dans le 27, seront assurés en vertu de la deuxième partie de l'accord de retrait. Et je profite ici pour vous dire que nous retrouvons des dispositions similaires, des dispositions équivalentes dans 2 autres accords. D'une part, l'accord sur le droit des citoyens entre le Royaume-Uni et la Suisse, qui a été signé en février 2019. Et nous avons des dispositions similaires dans l'accord des séparations avec l'espace économique européen, donc qui concerne le droit des ressortissants de l'Islande, de la Norvège et de Liechtenstein. Ce sont vraiment le même type de dispositions qui sont reprises. Donc, je dois vous dire tout de suite… Pardon, je me permets d'interrompre parce qu'il y a déjà une question, mais
Peut-être que le timing n'est pas tout à fait adapté, j'imagine que tu y répondras plus tard. C'est Juliette qui se demande, qui t'interroge sur la menace que fait peser Boris Johnson sur le respect du droit international et plus particulièrement de l'accord de retrait. Et je reviendrai effectivement, parce que si vous voulez, à la fin de cette présentation, je compte vous parler justement des inquiétudes qui pèsent actuellement sur l'application de l'accord de retrait et donc du contexte plus politique de cette absence de confiance finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont question de confiance, mais je reviendrai. Là, je commence avec l'espoir déjà que l'accord s'appliquera. Après, on verra bien, mais je reviendrai certainement un peu plus tard dans les développements. D'accord? Donc, si vous voulez, donc, la lecture de l'accord de retrait, de cette deuxième partie, n'est pas du tout facile. Hein. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé sur des questions relatives à la mobilité de personnes et j'ai eu quand même du mal à lire, à comprendre qui est couvert, qui n'est pas couvert par l'accord. Tout simplement parce que l'accord adopte, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le parcourir, un système de renvoi permanent aux dispositions du traité et aux dispositions du droit dérivé, notamment de la directive 38 de 2004, du 29 avril 2004, au sujet des droits des citoyens. Donc, il faut en permanence lire les dispositions du traité, les dispositions de la directive, essayer de voir s'il y a des changements de vocabulaire. Et je trouve que tout cela est compliqué pour les individus, parce que ça l'est déjà pour les spécialistes en la matière. Hein. Mais globalement, donc, la deuxième partie de l'accord réplique le contenu du régime européen de la mobilité des personnes, certes avec certaines adaptations. Donc, si on peut faire un premier bilan sommaire, je dirais que l'accord, globalement, sécurise les statuts des personnes concernées, mais concernant certains aspects du statut, il y a un affaiblissement de la protection. Donc, ce sont les deux premiers points que j'aborderai. L'aspect sécurisation du statut et l'aspect amoindrissement de la protection, parce qu'évidemment, c'est là la question la plus sensible. Avant d'aborder avec vous les garanties juridictionnelles et administratives prévues par l'accord, et enfin, son application au Royaume-Uni, les inquiétudes, les réserves qui existent actuellement à ce sujet. Hein. Donc, j'ai prévu 4 parties et non pas 2, mais je pense que vous me pardonnerez. Donc, je commence, enfin, peut-être avant de... Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'introduction, en fond, sur comment nous sommes arrivés à cet accord de retrait, qui, je le dis encore une fois, est déjà une très bonne chose. Hein. Valait mieux avoir un texte que pas de texte du tout. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires Moi, je me permets peut-être, Anastasia, de demander une précision, notamment parce qu'on a dans le public des étudiants qui ne sont pas juristes. Peut-être en quelques mots simplement expliquer, alors ça va être dur en quelques mots, mais très rapidement, l'implication de la citoyenneté européenne
pourquoi ces Britanniques, en fait, se sont tellement mobilisés pour pouvoir continuer à bénéficier des droits qui découlaient de leur statut de citoyen européen. Très, très rapidement. Hein, mais... Oui, oui, bien sûr, je comprends. Je ne savais pas qu'il y avait de non-juristes. Donc, si vous voulez, tout d'abord, est citoyen de l'Union, tout national d'un État membre. Hein. Donc, le statut de citoyen implique une série de droits, notamment les droits de circuler et de séjourner librement dans les autres États membres, soit pour travailler, donc on peut aller s'installer dans un autre État membre sans demander des permis de séjour ou des permis de travail pour exercer une activité salariée ou une activité indépendante. Et puis, il est possible aussi d'aller étudier ou aller s'installer en tant que retraité dans un autre État membre, mais cela sous condition quand même de posséder suffisamment d'argent, hein, des ressources suffisantes et une assurance maladie. Donc, à côté de ce droit essentiel, il y a toute une série de droits, comme par exemple le droit au traitement égal, le droit à certains acquis en matière de sécurité sociale ou de reconnaissance des qualifications professionnelles qui rendent cette liberté de circuler, de séjourner en tant que travailleur, salarié indépendant, en tant qu'étudiant ou en tant que retraité effective. Hein. Donc, comme au moment où, puisque le Royaume-Uni plutôt s'est retiré de l'Union européenne, et ce n'est plus un État membre de l'Union, donc les ressortissants britanniques n'ont plus la citoyenneté de l'Union. Donc, ils se voient privés d'une série de droits, dont le plus important est le droit de circuler et de séjourner dans les 27 autres États membres de l'Union européenne. Quant aux ressortissants de 27, eux, ils restent citoyens de l'Union, mais ils se trouvent désormais sur les territoires d'un État tiers hein, à l'Union. Le Royaume-Uni est désormais un État tiers, certes un État tiers très, très particulier, mais un État tiers tout de même. Hein. Donc, voilà ce qui explique le lien avec la citoyenneté et ce qui explique surtout pourquoi les ressortissants britanniques tenaient à maintenir, à préserver, si possible, la citoyenneté de l'Union. Et encore une fois, je suis passée peut-être un peu rapidement sur ce point. Il y a eu une série de propositions émanant d'acteurs politiques comme le parlementaire Guy Verhofstadt sur la citoyenneté d'association ou plus récemment par le maire de Londres, Sadiq Khan, qui a beaucoup plaidé pour que les ressortissants britanniques aient le droit de demander et d'obtenir la citoyenneté de l'Union qui leur permettrait d'aller s'installer, travailler, étudier dans l'ensemble des 27 États membres de l'Union. Merci beaucoup pour cette clarification très, très utile, je pense. Alors, il y a une nouvelle question pour le chat. Je pense que ça relèvera de ta première partie. Je te la lis. Est-ce que les citoyens du Royaume-Uni retraités installés dans l'Union européenne pourront préserver leur droit de séjourner et de bénéficier d'une assurance maladie en Europe? Tout à fait. Donc, j'en parlerai dans la première partie sur la sécurisation du statut. Hein. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Donc, j'ai sur le premier point, la sécurisation du statut, la préservation des droits. Hein. Donc, l'accord de retrait vise à garantir la continuité des droits des citoyens et des membres de leur famille qui ont exercé leur liberté de circulation conformément aux droits de l'Union
avant la fin de la période de transition, hein, donc jusqu'au 31 décembre 2020. Ça, c'est l'article 9.c de l'accord de retrait. Et je vous dis tout de suite que ce point a été vraiment âprement négocié, puisque le gouvernement britannique souhaitait retenir comme date fatidique soit la date du retrait du Royaume-Uni, donc le 31 janvier 2020, voire celle de la notification de la décision de retrait qui était le 29 mars 2017. Hein. Donc là-dessus, l'Union européenne a beaucoup insisté pour que le droit de citoyen soit préservé si ce droit ont été exercés et seront encore exercés jusqu'au 31 décembre 2020. Deuxième précision, les droits des personnes concernées sont maintenus pour la durée de leur vie. Hein? Évidemment, sans préjudice des dispositions éventuellement plus favorables dans les législations nationales. Hein? Parce que vous savez probablement qu'il y a un traitement spécial des ressortissants irlandais au Royaume-Uni, comme il y a un traitement spécial des ressortissants britanniques en Irlande. Ce sont les liens historiques traditionnels qui expliquent ces régimes nationaux plus favorables. Ensuite, une disposition essentielle de cette deuxième partie est l'article 13 qui maintient le droit de séjour en faveur de deux catégories classiques, c'est-à-dire d'une part les acteurs économiques, travailleurs salariés, travailleurs indépendants, et d'autre part les citoyens dits économiquement inactifs, donc les étudiants, les retraités, c'était l'essence de votre question, et d'autres personnes qui satisfont la double condition de posséder des ressources suffisantes et une assurance maladie. Hein? Donc ça, c'est l'article 13 qui préserve le droit des séjours et l'article 15 ensuite incorpore la substance des articles 16 et 17 de la directive 38 de 2004 sur le droit de séjour permanent. J'explique notamment pour le non-juriste que en droit de l'Union, après 5 ans de séjour légal et continu, les citoyens migrants obtiennent le droit de séjour dit permanent qui offre un accès beaucoup plus large aux prestations sociales disponibles dans l'état d'accueil, qui offre une plus grande sécurité de résidence. Donc l'État ne peut pas expulser facilement en invoquant un motif d'ordre public ou de sécurité publique. Et puis surtout, la personne qui a obtenu le droit de séjour permanent n'a plus à démontrer une activité économique, une capacité économique, c'est-à-dire possession des ressources suffisantes et une assurance maladie pour pouvoir demeurer dans l'état d'accueil. Et cela vaut aussi bien pour le citoyen de l'Union que pour les membres de leur famille ressortissant de pays tiers. Et vous comprenez, je pense facilement, étant donné le contexte actuel et les politiques nationales d'immigration qui sont de plus en plus restrictives, l'importance de ce droit pour les ressortissants de pays tiers, membres de la famille des citoyens. Donc, l'accord de retrait garantit le droit de séjour comme le droit de séjour permanent. Il est d'ailleurs utilement précisé que la période de séjour légal avant et après la fin de la période de transition
seront prises en compte dans le calcul de la période nécessaire à l'acquisition du droit de séjour permanent. Ça veut dire que les personnes qui n'ont pas encore obtenu le droit de séjour permanent, par exemple, un Français qui travaille depuis 4 ans au Royaume-Uni, n'a pas donc encore obtenu le droit de séjour permanent au Royaume-Uni, va pouvoir l'obtenir un an plus tard, hein, lorsqu'il aura complété les 5 ans de séjour légal exigés à cette fin. Donc ça, c'est vraiment très important parce que les personnes qui n'ont pas encore obtenu le droit de séjour permanent pourront le faire. Je crois qu'il y a une question, mais... Si tu n'as pas accès au chat, je peux te la lire. Oui. Comment va évoluer l'obtention de la nationalité pour les étrangers en Angleterre? Va-t-il être modifié? Va-t-elle être modifiée, l'obtention? Et si vous voulez, je vous réponds tout de suite, cela ne dépend pas du tout de l'accord des retraits. Hein. La question de la définition des conditions d'acquisition et de perte de la nationalité, c'est un domaine de compétences nationales. Hein. Donc, sur ce thème, l'accord des retraits n'a pas d'incidence. Hein. Certes, il y a une jurisprudence de la Cour au sujet de la citoyenneté qui indique qu'il y a quelques effets, mais a priori, ce n'est pas de l'accord des retraits ou du droit de l'Union plus généralement qu'il faut attendre des effets au sujet de la législation nationale en matière d'attribution de perte de la nationalité. D'accord? Donc, pour terminer avec le droit de séjour permanent, il faut mentionner que le droit de séjour permanent ne se perd, une fois acquis, il ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à 5 ans consécutifs de l'état d'accueil. Et si vous voulez, là, c'est un point où l'accord de retrait offre une protection plus élevée par rapport à la directive, car la directive de 2004 prévoit une durée de 2 ans. Hein. Une absence de 2 ans de l'état d'accueil conduit à la perte du droit de séjour permanent. Évidemment, cela s'explique par le fait qu'en l'occurrence, si le droit de séjour permanent est perdu, il ne peut plus être récupéré. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a une compensation par une durée d'absence plus longue. Ensuite, donc, à côté de cet essentiel, hein, qui est le droit de séjour et le droit de séjour permanent, l'accord de retrait préserve certains droits connexes qui sont essentiels afin que le droit de séjour et le droit de séjour permanent ne soient pas vidés d'essence dans le fait. Donc, tout d'abord, le corollaire le plus important, c'est le droit au traitement égal, tel qu'il existe en droit de l'Union. Hein. Donc, l'article 12 de l'accord reproduit la clause générale de non-discrimination en raison de la nationalité du traité et l'article 23 reprend le contenu de l'article 24 de la directive qui consacre le droit au traitement égal qui évidemment n'est pas absolu, qui connaît des limites, mais en tout cas, nous retrouvons le droit au traitement égal dans l'accord de retrait tel que nous le connaissons aujourd'hui au droit de l'Union. Ensuite, autre droit connexe, l'article 24 de l'accord renvoie au règlement du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, règlement qui consacre une série de droits au profit des travailleurs, notamment la possibilité d'accéder
au même titre que les nationaux, que les travailleurs nationaux, aux avantages sociaux et fiscaux disponibles dans l'État d'accueil. Ensuite, les articles 27 à 29 prévoient la conservation, ça c'est vraiment très très important, des effets de la reconnaissance des qualifications professionnelles, incluant d'ailleurs la profession de l'avocat. Donc, tout diplôme, toute compétence professionnelle couverte par un instrument du droit dérivé, les effets de la reconnaissance des qualifications, compétences professionnelles seront maintenus. En revanche, les qualifications professionnelles acquises dans l'avenir ne seront pas couvertes par l'accord. La Commission avait insisté qu'il s'agissait là d'une question qui devait être réglée dans l'accord sur la future relation, qui est négocié actuellement, mais vu comme la négociation est partie, voilà. Je ne suis pas certaine qu'on aboutira quelque part, en tout cas pas dans un avenir proche. Puis, les articles 30 à 36 préservent les acquis en matière de sécurité sociale. Ça, c'est vraiment très, très important pour les travailleurs, pour les retraités. Et vous savez qu'il y a un régime européen de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale dont les effets sont préservés par l'accord des retraits. Enfin, last but not least, l'accord préserve le droit au regroupement familial tel qu'il existe en vertu des articles 2 et 3 de la directive de 2004. Et même parfois, l'accord de retrait va plus loin puisque sont parfois concernés même les enfants non nés, non encore nés dans certaines situations. Donc, en tout cas, j'insiste sur ce point, c'est le droit au regroupement familial tel qu'il est prévu par les articles 2 et 3 de la directive. Car nous verrons dans un instant que cela n'épuise pas la question en la matière. Donc, je vais m'arrêter là un instant. Est-ce qu'il y a des questions sur les droits préservés, sur les aspects du statut qui se voient conservés? Alors, si tu n'as pas accès au chat, il y avait une question de Sarah à laquelle je me suis permise de répondre pendant que tu parlais. Elle demandait si un droit de séjour permanent, elle disait donc un droit de séjour permanent ne peut être délivré à un citoyen européen venant au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020. Non, il faut que les citoyens soient arrivés avant le 31 décembre 2020, ne serait-ce que le 1er, enfin, si vous voulez, le 30 décembre 2020. Mais il faut que le début des séjours se situe avant la période avant la fin de la période de transition. Alors, oui. Tu les vois, les questions? Et je vois le tout début, je vois des Juliettes à tout le monde et je vois le tout début, donc je sais qu'il y a une question, mais je n'arrive pas à la voir. Alors, je te l'ai dit, donc en effet, c'est de Juliette à tout le monde. Le regroupement familial pourra-t-il s'effectuer dans les deux sens, c'est-à-dire si un ressortissant vient du Royaume-Uni vers l'Union européenne et inversement? Pardon. Est-ce que le regroupement familial peut s'effectuer dans les deux sens? Donc, pour un ressortissant qui vient du Royaume-Uni vers l'Union européenne et pour un ressortissant qui vient de l'Union européenne vers le Royaume-Uni. Oui, en fait, tout ce que je dis jusqu'à maintenant s'applique aux deux catégories, aussi bien aux citoyens de l'Union qui sont installés au Royaume-Uni qu'aux ressortissants britanniques qui sont installés dans l'un des 27 États membres de l'Union européenne. Mais en ce qui concerne le regroupement familial, j'y arrive parce que je viens de dire que c'est le droit au regroupement familial tel qu'il est prévu par la directive, mais en droit de l'Union, il y a des cas de regroupement familial qui sont couverts par le traité directement
Et ce cas de figure, j'y arrive dans un instant, ne sont pas couverts par l'accord de retrait. Voilà, j'arrive à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou difficultés? Ce n'est pas facile, hein? Je vous assure que ce n'est pas un thème facile. Moi, j'ai passé beaucoup d'heures à lire, à relire l'accord, les dispositions du traité, les dispositions de la directive, la jurisprudence de la Cour. Donc, n'hésitez pas parce que ce n'est vraiment pas facile. Je crois que non. Là? Alors, Sarah demande, pouvez-vous reprendre le point sur la reconnaissance professionnelle? Oui, je disais en fait que si cette question vous intéresse plus spécifiquement, il faut regarder les articles 27 à 29 de l'accord qui prévoient la conservation des effets de la reconnaissance des qualifications professionnelles. Vous savez probablement que, par exemple, si vous obtenez le titre d'avocat en France, vous pouvez vous installer au Royaume-Uni, exercer pendant un certain nombre d'années avec vos titres d'avocat français et éventuellement acquérir ensuite le titre de barrister ou de solicitor au Royaume-Uni. Cela vaut pour d'autres professions, donc pour d'autres qualifications professionnelles. L'accord conserve les effets de la reconnaissance de ces qualifications professionnelles. En revanche, un citoyen de l'Union qui étudie actuellement au Royaume-Uni, qui est en dernière année d'études et qui va acquérir en 2021 ou 2022 une qualification professionnelle, celle-ci ne pourra pas être couverte par l'effet de la reconnaissance garantie par l'accord. Est-ce que c'est un peu plus clair? Vous pouvez aussi lever la main. Je sais qu'il y a que cela est possible, qu'il y a une fonctionnalité dans la plateforme Zoom que vous devez connaître. Donc, n'hésitez pas non plus à lever la main et à poser directement votre question. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, alors Sarah déjà te répond oui, merci beaucoup, donc c'est plus clair. Et Sacha te demande, j'ai une question, pourquoi dans l'accord, ils n'ont pas conservé ces droits? Lequel? Mais oui, je ne sais pas. Après, c'est une autre question. De quel droit parlez-vous, Sacha, s'il vous plaît, au niveau de la reconnaissance professionnelle? Mais si, ils les ont conservés. Voilà, pour les qualifications professionnelles déjà reconnues, déjà acquises, elles sont préservées, mais pour celles qui vont être acquises dans l'avenir, la Commission a dit on va régler ça dans l'accord sur la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, donc Sacha précisé pour celles qui vont être acquises dans l'avenir, justement. Donc, ça, je pense que tu viens de répondre. Voilà, c'est ça. C'est réglé par la relation future. Et Juliette demande, n'y a-t-il pas un manque de sécurité pour les étudiants qui sont actuellement en études au Royaume-Uni? Tout à fait. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Je dirais que heureusement qu'on a l'accord de retrait à cette fin, mais ce n'est pas tellement le droit de séjour, c'est surtout le droit au traitement égal en ce qui concerne le frais de scolarité. Si vous voulez, heureusement, il y a l'article 24 de la directive qui est reprise. Donc, en ce qui concerne les frais de scolarité pour les étudiants qui étaient déjà présents au Royaume-Uni, on ne pourra pas leur imposer de frais plus élevés par rapport aux nationaux. En revanche, vous savez que les étudiants ne pourront pas, parce qu'ils ne peuvent pas déjà avoir accès à de bourses ou à des prêts, parce qu'il existe beaucoup de prêts à un taux préférentiel, taux zéro, d'autres conditions très favorables au Royaume-Uni. Et là, les étudiants citoyens de l'Union ne pourront pas y bénéficier.
Alors, tu as également une question de Léa qui anticipe le retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne en disant, en disant ceci. Lors de mon année Erasmus en Angleterre l'année dernière, bon nombre de mes amis nourrissaient l'espoir qu'un jour, lorsque la nouvelle génération arrivera au pouvoir, de rentrer dans l'Union européenne, donc d'y revenir. Les traités ne semblent pas s'y opposer, mais quand serait-il en pratique? L'Union n'aurait-elle pas des réticences sérieuses à envisager cette hypothèse? C'est une question hypothétique, donc si vous voulez, ça dépendra beaucoup du contexte, hein, du contexte politique de ce moment. Parce que, bon, même maintenant, nous avons très clairement vu qu'il y avait quand même, le Royaume-Uni a été déchiré sur cette question, hein, qui au fond était une question qui renvoyait à l'identité du pays, hein. Quelle sorte de pays est-ce que nous voulons être? D'où le déclenchement de la passion, de cette passion, hein, inouïe. Et puis vous avez vu que l'Écosse voulait rester dans l'Union européenne, l'Irlande du Nord aussi, Londres évidemment. Donc les plus jeunes étaient pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Donc, peut-être que si un référendum avait eu lieu aujourd'hui ou dans quelques années, la réponse serait différente, hein, parce que les jeunes générations ont un point de vue différent. Mais c'est difficile de prévoir l'avenir. Je ne sais pas comment l'Union européenne réagirait, comment les différents pays réagiraient. Mais il y a eu, je pense qu'il y a eu, on regrette déjà cette sortie du Royaume-Uni, ce retrait, hein. Il y a quand même une tristesse au sujet de ce divorce, mais je suis incapable de vous dire comment les institutions européennes et les gouvernements nationaux des 27 réagiraient dans l'avenir face à une nouvelle demande d'adhésion du Royaume-Uni. Ou de l'Écosse, hein, parce que pourquoi ne pas imaginer l'Écosse comme étant indépendant, hein, l'hypothèse n'est pas tirée par les cheveux, donc c'est difficile de dire, il faut attendre et voir. Autre question sur les droits préservés? Je crois que non, non. Oui, non. Donc, je passe au deuxième point. L'affaiblissement de la protection concernant certains aspects du statut. Premier point. L'article 18, paragraphe 1 de l'accord permet à l'État d'accueil d'exiger des citoyens de l'Union ou des ressortissants britanniques ainsi que de membres de leur famille qu'ils demandent un nouveau statut de résident qui leur confère le droit de séjour et les droits connexes. Cette procédure a pour objet de vérifier si le demandeur peut effectivement bénéficier du droit de séjour. Autrement dit, cette procédure devient constitutive du droit de séjour et des droits connexes. Et c'est ici que réside une différence essentielle par rapport au régime européen classique de la mobilité de personnes. Le droit de l'Union met l'accent sur le caractère déclaratif de ce type de procédure pour les États qui optent pour ce type de procédure. De plus, cette procédure que les États peuvent choisir de mettre en place, c'est une question de choix, hein, inclut la possibilité des contrôles systématiques des antécédents criminels et en matière de sécurité à l'égard des demandeurs. Alors que cela, le contrôle systématique des antécédents pénaux est interdit par l'article 27, paragraphe 3 de la directive.
hein. Donc, vous voyez que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez que vous êtes un Français qui travaille au Royaume-Uni. Je prends l'exemple du Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni a mis par anticipation en place cette procédure prévue par l'article 18. Même si vous avez le droit de rester au Royaume-Uni, selon l'accord de retrait, vous devez tout de même engager une procédure administrative, hein, qui est désormais constitutive de votre droit. C'est-à-dire que si vous n'engagez pas cette procédure, vous n'avez plus le droit de séjourner au Royaume-Uni. Et lors de cette procédure, il peut y avoir un contrôle des antécédents criminels ou en matière de sécurité. Alors qu'en droit de l'Union, cela n'est pas possible. Donc, cela, je pense, vous montre que l'on glisse d'une logique des circulations, d'une logique des libertés de circulation, à une logique migratoire, à une logique d'immigration contrôlée. Hein? Et il y a un changement de paradigme qui n'est pas anodin. On revient à la logique migratoire selon laquelle l'individu se trouve sur le territoire d'accueil lorsque cet État autorise la présence du non-national sur son territoire. Hein. Donc, c'est vraiment important cet article 18 de l'accord et cette option qu'il offre aux États d'instaurer ou de ne pas instaurer une procédure constitutive du droit de séjour. Donc, si vous regardez le site de la Commission européenne, la Commission nous donne un tableau des États qui ont opté pour cette procédure constitutive. Donc, le Royaume-Uni, évidemment, il avait déjà annoncé, il est à l'origine d'ailleurs de l'insertion de cette disposition dans l'accord de retrait, mais il y a aussi 13 États membres de l'Union européenne, le Danemark, la Finlande, la Suède, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Autriche, Malte, Hongrie, la Lettonie, la Slovénie et la Roumanie. Donc, nous voyons quand même que le Royaume-Uni ainsi que 13 États membres ont fait le choix de cette procédure constitutive de droit pour les personnes dont le droit sont concernés par l'accord de retrait. Et si vous voulez, je reviendrai tout à l'heure sur la mise en œuvre de cette procédure au Royaume-Uni et des difficultés qu'elle pose déjà. Hein. Mais je voudrais que déjà vous soyez conscient de ce changement de paradigme, de ce changement de logique qu'entraîne l'option donnée aux États par l'article 18 de l'accord de retrait. Hein. Deuxième point, l'accord facilite à terme l'éloignement des bénéficiaires du droit de séjour pour des motifs d'ordre public et de sécurité publique. Si vous voulez, là-dessus aussi, c'était une demande constante du gouvernement britannique parce que la directive 38 de 2004 inclut un chapitre entier, notamment 2 articles, les articles 27 et 28, qui rendent difficile, pour le dire simplement, l'éloignement, l'expulsion d'un citoyen pour un motif d'ordre public ou de sécurité publique, parce qu'il faut démontrer une menace réelle, actuelle, suffisamment grave pour la société d'accueil. Et puis, l'article 28 prévoit qu'une protection renforcée pour les personnes qui ont résidé plus de 5 ans ou plus de 10 ans dans l'état d'accueil.
Et ça, c'était des éléments que souhaitait déjà modifier le gouvernement britannique. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'accord de retrait? L'accord de retrait, c'est l'article 20, paragraphes 1 et 2, nous dit la chose suivante, que lorsque le comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public se produit avant la fin de la période de transition, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2020, il sera examiné conformément aux dispositions protectrices de la directive de 2004. Donc le chapitre 6 de la directive, et notamment les articles 27 et 28. En revanche, si le comportement litigieux, si le comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public se produit après la fin de la période de transition, il va s'apprécier en vertu de la législation nationale et la législation britannique, comme les autres législations nationales, sont beaucoup moins protectrices, beaucoup moins exigeantes en la matière que le droit de l'Union. Donc, à terme, il deviendra plus facile pour le Royaume-Uni d'éloigner des citoyens de l'Union ou des membres de leur famille pour un motif d'ordre public ou de sécurité publique. Est-ce que tout le monde suit? Donc, troisième élément sur lequel nous pouvons constater un affaiblissement de protection, l'accord de retrait, cela concerne uniquement le ressortissant britannique. L'accord de retrait ne garantit pas le droit des ressortissants britanniques qui sont installés dans un État de l'Union de séjourner et de travailler dans les autres États membres de l'Union. C'est-à-dire, si vous avez un ressortissant britannique qui travaille, qui vit avec sa famille en France, l'accord de retrait lui garantit son droit de demeurer avec sa famille en France et de continuer de travailler en France. Mais l'accord de retrait ne lui garantit aucunement le droit d'aller s'installer avec sa famille en Belgique ou en Italie ou d'aller travailler dans un autre État. Et c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup en anglais de golden cage, de cette case d'or ou de lock-in effect. C'est très bien, on garantit un droit, mais uniquement dans l'un des 27 États membres de l'Union. Donc, le gouvernement britannique avait indiqué son intention de chercher à inclure ce type de droit pour ses ressortissants dans l'accord sur la future relation avec l'Union européenne. Mais bon, encore une fois, là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de chance à ce qu'un tel accord aboutisse. Et puis, bon, ce qui est compliqué, c'est l'idée du principe de l'intégrité du marché intérieur, de l'indivisibilité de liberté, qui est vraiment un leitmotiv du discours politique de la négociation de l'accord. Donc, en l'état actuel de choses, les ressortissants britanniques ont le droit de demeurer, de travailler, d'étudier dans l'état où ils étaient présents, mais non pas d'aller séjourner, travailler, étudier dans les 26 autres pays membres de l'Union. Il y a seulement pour eux la possibilité d'invoquer une directive européenne de 2003 qui concerne le statut de ressortissants des pays tiers résidents de longue durée. Bon, donc là, les ressortissants britanniques sont perdants. Quatrième point,
qui vaut pour le ressortissant britannique ainsi que pour les citoyens de l'Union installés au Royaume-Uni. Il y a une perte du droit de vote et d'éligibilité aux élections locales dans l'État d'accueil. Je le rappelle, la citoyenneté, le statut de citoyen comporte le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales dans l'État d'accueil. Ce droit n'est pas préservé par l'accord de retrait. Enfin, cinquième point, au sujet du regroupement familial, l'accord ne le garantit pas pleinement, ne garantit pas pleinement le droit au regroupement familial tel qu'il existe en droit de l'Union, car, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'accord reproduit pour l'essentiel le contenu de la directive 38 de 2004. Or, cette directive n'est pas un système de droit complet, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique en principe pas, d'une part, à l'encontre de l'état des nationalités dans une situation de retour à la suite du déplacement dans un autre État membre, c'est-à-dire un Britannique qui part en France, travailler ou étudier, qui revient au Royaume-Uni avec un membre de sa famille ressortissant des pays tiers, il a le droit d'invoquer les traités, la libre circulation des travailleurs ou des citoyens pour garantir le droit au regroupement familial. Dans ce cas de figure, ce n'est pas la directive de 2004 qui s'applique, mais le droit au regroupement familial est quand même garanti par les dispositions du traité. Donc, ça, c'est la première hypothèse qui n'est pas couverte par l'accord de retrait, le scénario dit Singh, c'est-à-dire donc l'individu qui part de son état d'origine dans un autre état pour exercer de droit à la mobilité et qui revient dans son état d'origine après avoir exercé ce droit à la mobilité. C'est la catégorie dite en anglais des returnees, du droit au retour qui est garanti par le traité, mais non pas par la directive 38 de 2004. Et la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse dite Ruiz-Zambrano, les familles Ruiz-Zambrano, donc des situations où aucun déplacement dans un autre État membre n'est en cause. Les cas Ruiz-Zambrano, vous connaissez peut-être l'arrêt de la Cour de justice avec des parents colombiens de 2 enfants qui ont obtenu la nationalité belge en Belgique. Donc, les enfants n'avaient pas exercé de droit à la mobilité, ils n'avaient pas exercé la liberté de circulation, mais là, la Cour a estimé que la relation de dépendance entre le parent et les enfants était telle que le départ des parents colombiens entraînerait le départ des enfants et donc ce citoyen de l'Union quitterait le territoire de l'Union et serait ainsi privé de l'essentiel de droits attachés à leur statut de citoyen. C'est l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union. Donc, ce scénario, le scénario Ruiz-Zambrano, il y a une jurisprudence particulièrement fournie de la Cour sur ces questions, n'est pas non plus couvert par l'accord de retrait. Donc, si vous voulez, certes, le gouvernement britannique a décidé d'inclure ces 2 catégories de familles, dont la catégorie de personnes qui peuvent demander un droit de séjour au Royaume-Uni, mais encore une fois, là, ce n'est pas l'accord de retrait qui garantit, qui protège leurs droits, c'est une décision du gouvernement britannique actuel.
Donc, voilà les 5 éléments que je peux détecter. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, la pratique nous le dira. Ce sont les 5 points que je peux détecter où la protection offerte par l'accord de retrait sera moins élevée par rapport à l'acquis actuel. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je veux bien te poser une question qui concerne les négociations. Dans le cadre des négociations de cet accord de retrait, j'avais l'impression que la tendance côté Union européenne, c'était une tendance à la protection la plus étendue possible et que la tendance du côté Royaume-Uni, c'était voilà, aller dans l'autre sens en fait. Alors déjà, est-ce que tu confirmes et est-ce qu'il y a eu des sujets sur lesquels le Royaume-Uni, au contraire, semblait vouloir être plus protecteur ou est-ce que c'est pour tous les sujets que c'est l'Union européenne qui voulait aller plus loin dans la protection des citoyens et le Royaume-Uni était un peu en retrait? Et est-ce que tu as une explication à cela, hormis la différence du nombre de personnes concernées? Parce que j'imagine que ça a joué aussi Tout dans à une fait. certaine mesure. Mais je dirais, si vous voulez, c'est probablement lié au leitmotiv qui a animé le Brexit, le taking back control, hein, récupérer le contrôle, notamment en matière de frontières, en matière d'immigration. Donc, c'était essentiel pour le Royaume-Uni de montrer que, bon, maintenant, ça suffit, on va passer à une logique différente. D'où cette volonté que tu as soulignée, Elsa, de limiter le plus possible le droit accordé, sauf sur un seul sujet qui concernait les ressortissants britanniques, qui était la liberté de circuler, de séjourner partout dans les 27 États membres de l'Union européenne. Mais ça, là, c'est l'Union européenne qui a dit non, ça suffit parce que là, on va à l'encontre de l'indivisibilité des libertés et l'intégrité du marché intérieur, parce que ça voudrait dire que vous choisissez ce qui vous arrange, dont la liberté pour vos ressortissants d'aller travailler, s'installer, établir une société partout. Donc, effectivement, c'était le seul point sur lequel le gouvernement, d'ailleurs c'est une demande qui n'a pas été acceptée, où le gouvernement britannique plaidait pour une protection plus large. Sur tout autre sujet, nous constatons, enfin d'après ce que je pu lire et quand je suivais la négociation, c'était à chaque fois, et on le verra aussi au sujet des garanties juridictionnelles et administratives, le Royaume-Uni voulait en faire le moins possible et en revanche, l'Union européenne poussait pour qu'il y ait une protection, la protection la plus large possible de ses citoyens, y compris des Britanniques. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a 2 questions sur le chat, je te les pose toutes les deux et puis tu y répondras comme tu le souhaites. Hugo demande comment va se dérouler le contrôle de la circulation des citoyens non irlandais au niveau de la frontière entre les 2 Irlandes du fait de son statut spécial. Tu veux déjà répondre je veux vous dire 2 mots, hein, parce que ça concerne vraiment le franchissement de frontières. Là, le but, le maître mot, et c'est le seul point d'accord sur ce thème entre l'Union et le Royaume-Uni, c'est qu'on ne veut pas la réapparition d'une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande parce que vous savez probablement qu'il y a un très grand nombre de personnes qui habitent d'un côté de la frontière, qui travaillent de l'autre. Et donc, il y a un franchissement continu et on veut à tout prix, et c'est pour cela qu'il y a le protocole annexé à l'accord de retrait, éviter la réapparition d'une frontière physique entre les 2 Irlandes qui, évidemment, mettrait en péril
la paix, la stabilité de la région. Alors, deuxième question de Justine. Quel est l'intérêt de la procédure mise en œuvre au Royaume-Uni et par 13 États membres pour le contrôle du droit de séjour si elle est déclarative? Elle n'est pas déclarative, justement, elle est constitutive. Je vous ai dit que le droit de l'Union permet, par exemple, si un État souhaite que les citoyens des autres États déclarent leur présence sur le territoire, c'est possible pour un État de dire les citoyens des autres États doivent aller à la mairie s'enregistrer. Cela est possible, mais cette procédure n'est pas constitutive du droit. Par exemple, moi je suis grecque, d'accord? Donc la France peut très bien me dire, Madame, il faut que vous alliez à la mairie de votre arrondissement pour vous enregistrer parce que j'ai besoin de savoir combien de citoyens de l'Union sont présents sur mon territoire. Là, tout État membre a de toute façon le droit de faire ceci. Mais moi, mon droit de séjour en France ne dépend pas de cette procédure d'enregistrement à la mairie. Cette procédure est simplement déclarative, elle n'est pas constitutive du droit. En revanche, la procédure prévue par l'article 18 de l'accord de retrait, qui encore une fois donne la possibilité aux États de l'établir ou de ne pas l'établir, elle est constitutive du droit de séjour. C'est-à-dire, si un Français qui vit et qui travaille de manière tout à fait légale au Royaume-Uni n'engage pas cette procédure jusqu'au 30 juin 2021, parce que c'est la date limite, il n'a plus le droit de séjour au Royaume-Uni, même si cela est garanti par l'accord de retrait. C'est l'accord de retrait qui lui dit, si le Royaume-Uni et peut-être d'autres États le choisissent, il faut faire cette démarche. Donc, ça veut dire que cette personne, ce travailleur français, deviendrait migrant illégal. Il pourrait faire l'objet d'un éloignement. En tout cas, il ferait face à la politique dite de l'environnement hostile, sur laquelle je reviendrai. C'est une politique qui a été mise en place par Madame Theresa May lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur du gouvernement Cameron, qui consistait à dire on va créer au Royaume-Uni un environnement hostile à l'immigration illégale. Donc, tous ceux qui sont illégaux au Royaume-Uni doivent faire face, aussi bien dans les secteurs publics que dans les secteurs privés, à un environnement hostile. Leur vie doit devenir difficile. Un Français qui actuellement vit et travaille de manière tout à fait légale au Royaume-Uni et qui a le droit de demeurer selon l'accord de retrait, s'il n'engage pas la procédure mise en place par le Royaume-Uni, parce que l'article 18 de l'accord lui a donné cet accord, ce droit, il se retrouverait après le 30 juin 2021 mi-migrant illégal sur le sol britannique. Alors, merci beaucoup. Tu as encore une question de Juliette. Est-il possible de dire si l'accord de retrait est plus bénéfique à l'Union européenne ou au Royaume-Uni, ou y a-t-il un équilibre au niveau des intérêts respectifs? Je pense que globalement, il y a un équilibre parce qu'on a garanti quand même le même droit aux ressortissants britanniques installés dans le 27 qu'aux citoyens installés au Royaume-Uni. Ensuite, comme je vais analyser dans la toute dernière partie de cette présentation, une chose est le texte, autre chose est le contexte dans lequel s'appliquera l'accord de retrait. Et si vous voulez, le contexte britannique actuel crée des inquiétudes. Parce que si vous voulez,
j'arrive déjà presque à la fin, mais c'est important de répondre aux questions. Si vous voulez, l'accord de retrait ça restera un texte du droit de l'Union, mais qui sera quand même sorti d'un écosystème, parce que le Royaume-Uni n'est plus un État membre de l'Union, ne fait donc plus partie de ce réseau des principes, des relations d'interdépendance. Il n'y aura pas la dynamique plus générale qui anime le régime de la mobilité des personnes, qui est une logique de libre circulation et non pas une logique d'immigration contrôlée. En plus, le Royaume-Uni est un pays dualiste. Il y a le Withdrawal Act de 2018, de 2020, qui commande la reconnaissance des effets à l'accord de retrait. Donc, si vous voulez, on ne peut pas faire abstraction de ces éléments essentiels du contexte. Donc, si on n'évalue que les textes, je dirais que les ressortissants britanniques sont autant gagnants que les citoyens de l'Union. Mais il n'y a pas que le texte, il y a le contexte. Et le contexte britannique actuel peut nous inquiéter. D'accord, merci. Telle est la réponse. Mais je reviendrai. Hein. Elsa, est-ce qu'il y a d'autres questions ou Pas pour l'instant. Je pense que tu peux continuer et je te l'indiquerai si. Ok, parfait. Donc, ensuite, je voulais brièvement aborder avec vous les garanties juridictionnelles et administratives mises en place par l'accord de retrait, parce que je pense que vous comprenez très facilement que l'effectivité des droits conférés par l'accord est tributaire de l'interprétation et de la mise en œuvre par les autorités administratives nationales et par les juridictions nationales. Et il y a certaines précautions très, très utiles, selon moi, qui sont prises dans l'accord. Et nous retrouvons ici la logique, les grands principes de la mise en œuvre, de enforcement, hein, comme disent les Anglais. Donc, je vous conseille d'ailleurs de le lire, l'article 4 de l'accord des retraits, qui réitère la dynamique de principes structurels d'effet direct et de primauté, des grands classiques du droit de l'Union. Donc, selon l'article 4, paragraphe 1, les personnes concernées peuvent se prévaloir directement des dispositions contenues dans le présent accord qui remplissent les conditions d'effet direct. Hein. Cela est essentiel concernant le droit des personnes. Et puis l'article 4, paragraphe 2, au sujet de la primauté, le Royaume-Uni s'engage à assurer la capacité dont doivent disposer ses autorités judiciaires et administratives d'écarter l'application des dispositions contradictoires ou incompatibles au moyen du droit primaire national. Là, donc, le Royaume-Uni, pays dualiste, comme vous le savez, de tradition dualiste, a adopté les EU Withdrawal Act de 2020 qui modifie le Withdrawal Act de 2018 pour justement donner effet à cet engagement qui consiste pour les autorités judiciaires et administratives d'écarter des dispositions nationales qui seraient contraires à l'accord des retraits. Ensuite, vous savez aussi que le gouvernement britannique a voulu échapper à l'autorité, au contrôle, à l'influence de la Cour de justice. Ça, c'était vraiment quelque chose qui a marqué les négociations sur l'accord des retraits. Est-ce que cet objectif est réalisé?
Je dirais uniquement partiellement. Pourquoi? Parce que toujours ce même article 4 prévoit un rôle important pour la jurisprudence de la Cour post-Brexit. Selon l'article 4, paragraphes 3 et 4, les dispositions de l'accord qui renvoient au droit de l'Union doivent être appliquées conformément aux méthodes et principes généraux du droit de l'Union, ainsi qu'à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice prononcée avant la fin de la période de transition. Donc, les interprétations données, la jurisprudence de la Cour jusqu'à la fin de la période de transition lie les juridictions et les autorités administratives du Royaume-Uni. Et par ailleurs, les autorités administratives et les juridictions britanniques devront tenir dûment compte de la jurisprudence de la Cour prononcée après la fin de la période de transition. Donc là, la jurisprudence ne lira pas, mais servira tout de même de ligne directrice, en tout cas, devra être dûment prise en compte. C'est l'article 4, paragraphe 5. Et cela est vraiment essentiel parce que je pense que vous savez que la jurisprudence de la Cour a constamment été source de droits et des garanties pour les citoyens de l'Union. Donc, il faudra vraiment regarder comment les interprétations données par la Cour, qui sont favorables aux citoyens, seront appliquées. Je donne un exemple. La Cour insiste beaucoup sur l'indifférence de la provenance des ressources d'un citoyen économiquement inactif. La Cour nous dit, peu importe si ce sont des ressources qui sont garanties par un membre de la famille, par quelqu'un d'autre, l'origine n'a pas d'importance. Donc ça, c'est vraiment important. Les autorités administratives ne peuvent pas demander à un citoyen de l'Union de prouver que les ressources suffisantes sont ses propres ressources. Elles peuvent très bien provenir d'un membre de la famille. Autre exemple, la Cour insiste sur une application proportionnée de l'exigence relative à une assurance maladie, à la possession de l'assurance maladie. Et là, le gouvernement britannique a effectivement renoncé à l'exigence d'une possession d'une assurance maladie complète qui couvre tout risque, ce que n'avaient pas la plupart des citoyens de l'Union présents sur le Royaume-Uni. Ensuite, toujours selon ce même article 4, c'est son paragraphe 5, concernant spécifiquement le droit des citoyens, la juridiction britannique préserve le pouvoir de renvoyer à la Cour de justice des questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la deuxième partie de l'accord durant 8 ans à compter de la fin de la période de transition. Vous me demanderez pourquoi 8 ans? C'est tout simplement un compromis entre la position de l'Union. La position de l'Union, c'était intervention continue de la Cour de justice et alignement constant du régime de l'accord sur le régime européen. Et puis, de l'autre côté, il y avait la ligne rouge du gouvernement britannique sur l'autorité, sur la compétence, sur l'influence de la Cour de justice après la fin de la période de transition. Il disait, mais on veut récupérer le contrôle et cela veut dire aussi échapper à l'autorité de la Cour. Donc, compromis trouvé, cette période de 8 ans après la fin de la période de transition. Évidemment, il faudra voir si les juridictions britanniques seront prêtes à utiliser cette possibilité ouverte par l'accord de retrait.
Et là, c'est difficile à prédire ce qui va se passer parce que d'un côté, il faut dire que des renvois préjudiciels opérés par des juridictions britanniques ont été à l'origine de très grands arrêts de la Cour de justice en matière de citoyenneté, en matière de droit à la mobilité. Sur la période entre 2008 et 2019, un quart des arrêts de la Cour de justice sur la libre circulation des citoyens ont été rendus sur renvoi préjudiciel des juridictions britanniques. Et presque la moitié des arrêts qui concernent le droit des membres de la famille ressortissants des pays tiers, c'était des renvois des juges britanniques. Donc vraiment une contribution essentielle en la matière qu'il faut saluer. D'autre part, plus récemment, il faut dire que dans une affaire relative aux droits de famille de la catégorie Ruiz-Zambrano, la Cour d'appel et puis la Cour suprême du Royaume-Uni ont estimé que l'essentiel de droits attachés à la citoyenneté de l'Union, dans le sens de la jurisprudence Ruiz-Zambrano, n'incluait pas le droit d'accès à certaines prestations sociales essentielles. Et là, la Cour suprême nous a dit que c'est un acte clair, donc ça c'est la théorie Sylphide, les choses sont claires, donc je n'ai pas besoin de saisir la Cour de justice, je n'ai pas l'obligation, je suis libérée de mon obligation en tant que juridiction qui statue en dernier ressort parce que c'est un acte clair, alors que c'est très très loin d'être acte clair, même... je pense même pour la Cour de justice elle-même. Donc, et certainement, la question mériterait d'être posée. Donc, si vous voulez, c'est vraiment difficile. J'attends avec beaucoup de curiosité de voir s'il y aura des renvois préjudiciels parce que les juges britanniques avaient cette habitude de saisir la Cour de justice, mais est-ce que le nouveau contexte politique, cette ambiance et cet exemple que je viens de citer vont peser sur la volonté des juridictions britanniques de saisir la Cour de justice? Je ne sais pas. Il faudra suivre l'évolution. Sur le rôle de la Cour, est-ce que vous avez des questions? Le rôle de la Cour, de la jurisprudence, la possibilité de renvoi préjudiciel? Non? Alors, le temps que peut-être il tape, je vais moi encore te poser une question. D'abord, sur la durée de 8 ans, est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est la durée suffisante finalement pour que toutes les questions d'interprétation ou les principales questions d'interprétation aient été posées et que finalement, à l'issue de ces 8 ans, voilà, il n'y ait plus réellement de besoin? Et peut-être une remarque sur ce que tu disais à l'instant des renvois préjudiciels. Est-ce que le fait que on soit qu'on ait à demander l'interprétation d'un texte nouveau, donc l'accord de retrait, ne va pas inciter les juridictions britanniques à poser ces questions parce que voilà, on sort de leur zone de confort en droit de l'Union. Et sur le deuxième aspect, je l'espère très sincèrement, Elsa, que bon, les juridictions britanniques ne seront pas frileuses en la matière, et puis qu'ils diront, voilà, on a un accord de retrait. Il faut comprendre un peu la logique dans laquelle ce nouvel instrument devra s'appliquer et saisiront la Cour de justice. Sur les 8 ans, je pense que ce qui rassurait l'Union européenne, c'était cette idée, cette arrière-pensée que finalement l'essentiel de problèmes, des grandes questions pourra être réglé dans cette durée de 8 ans. Si vous voulez, après, moi je dis que 8 ans, c'est un laps de temps qui finalement passe très très vite. Et surtout lorsque, par exemple, si la crise sanitaire continue, ce qui empêche quand même les choses de fonctionner
proprement. Je pense qu'on aura effectivement l'essentiel des questions qui seront posées, mais peut-être pas tout. Ce qui m'amène à être plutôt optimiste à propos d'une collaboration des juridictions britanniques avec la Cour de justice de l'Union européenne, c'est le fait que, il me semble que les juridictions britanniques se sont montrées quand même, comment je vais, assez favorables à l'Union européenne dans les procédures en lien avec le Brexit. C'est-à-dire que voilà, le gouvernement a quand même souvent été désavoué. Voilà, elles ont protégé quand même souvent des droits qui étaient des droits protégés aussi par l'Union européenne. Enfin, il me semblait qu'il y avait quand même une attitude plutôt positive à cet égard des juridictions britanniques. Ah Mais oui, oui, ne serait-ce que l'exemple de deux arrêts Miller de la Cour suprême, évidemment. Et puis, il faut dire quand même qu'il y a toute une génération d'avocats et des juges britanniques qui connaissent bien le droit de l'Union, qui apprécient les ressorts offerts par ce droit et qui auront envie quelque part de continuer dans cette logique, donc déposer des questions au sujet de l'accord des retraits. Donc il y a un aspect de sociologie juridique aussi concernant les juges et les avocats. Et puis il faut dire aussi qu'il y a des associations comme the 3 Million Advocacy, qui défend le droit des citoyens de l'Union au Royaume-Uni, qui incitera, qui veillera, qui choisira peut-être des test cases pour les amener devant les juridictions. Donc, il faudra voir toute cette dynamique autour de la défense de droits qui sera développée au Royaume-Uni. merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas sur le chat en tout cas. D'accord, donc j'ai... Oui, non? Non. Non. Donc, si vous voulez, je continue donc au sujet aussi de la surveillance, de la mise en œuvre. Bon, évidemment, la Commission européenne va veiller à la bonne application de l'accord de retrait au sein des 27 États membres de l'Union. Ce rôle de surveillance, de contrôle, va incomber sur le territoire britannique à une autorité administrative indépendante. L'article 159 de l'accord oblige le Royaume-Uni d'établir une autorité administrative indépendante qui disposera de pouvoirs équivalents à ceux de la Commission européenne en matière de surveillance de la bonne application de l'accord des retraits. Donc, par exemple, les citoyens qui estiment que leurs droits ont été lésés pourront saisir cette autorité par des plaintes. Et chaque année, l'autorité indépendante et la Commission transmettront des informations au sujet de la mise en œuvre de droits des citoyens au comité mixte, donc qui est l'organe chargé de la gouvernance, de l'application de l'accord de retrait. Et c'est uniquement après 8 ans, toujours après la fin de la période de transition, que le Royaume-Uni pourra de bonne foi supprimer l'autorité. Peut-être toujours la même logique qu'au terme de 8 ans, l'essentiel aura été réglé. Donc, l'autorité indépendante qui veille à la bonne mise en œuvre de l'accord pourra être supprimée par le Royaume-Uni. Il faut mentionner enfin l'existence d'un comité spécialisé sur le droit de citoyen qui a déjà tenu 3 réunions au cours de l'année 2020, en mai, en août et en octobre. Et lors de la deuxième réunion, les associations qui défendent le droit de citoyen, donc The 3 Million Advocacy, qui défend le droit de citoyen de l'Union au Royaume-Uni,
et de l'association British in Europe qui défend les droits des ressortissants britanniques dans les 27 États membres étaient présentes. Donc ça, je pense que c'est une évolution positive parce que ces associations connaissent vraiment les terrains et portent la voix des personnes concernées au moment de réunion du comité spécialisé sur le droit des citoyens. D'accord? Donc, pour terminer, parce que c'était aussi... Oui, je pense que peut-être il y a une question, je crois. Tu peux répéter le nom des associations? Oui, et je vous invite d'ailleurs à regarder leur site. Donc, la première, c'est The 3 Million Advocacy. Et la deuxième, c'est British in Europe. Leurs sites sont très, très bien faits et il y a des analyses juridiques qui sont intéressantes. Donc, c'était une... Alors, tu as une autre question de Hervé. Les interprétations qui seront données par la Cour pour trancher les litiges au principal tout au long de cette période de 8 ans serviront-elles toujours d'une orientation pour les juridictions du Royaume-Uni après la dite période? Non, là, s'il y a renvoi préjudiciel, la solution donnée par la Cour sera une solution aux mêmes effets qu'à le renvoi préjudiciel que vous connaissez, c'est-à-dire que la juridiction nationale devra appliquer, mais ça ne sera pas une simple ligne directrice. Quand c'est une question que pose la juridiction nationale et une réponse directe de la Cour à cette question. Alors, Anastasia, je me permets, mais peut-être sous le contrôle de Hervé, de préciser. À mon avis, sa question porte sur l'orientation après la période de 8 ans. Est-ce que les juridictions nationales peuvent toujours prendre ces réponses de la Cour de justice de l'Union européenne comme des orientations une fois la période de 8 ans achevée? Je pense que, bon, voilà. Et donc, au terme, c'est ça, j'avais mal compris la question d'Hervé, effectivement. Je pense qu'elles seront tout à fait libres de le faire. Et puis, les juridictions britanniques ont cette habitude de prendre en considération plusieurs éléments qui ne les lient pas, qui ne sont pas contraignants, mais qui les aident qui les oriente, qui les aide à trouver une solution. Je pense que c'est bon pour les questions. D'accord, donc il nous reste, je pense, à peu près un quart d'heure pour... je vais essayer d'évoquer avec vous mes inquiétudes, mes réserves en ce qui concerne l'application de l'accord de retrait au Royaume-Uni. Parce que vous voyez, bon, on a reproduit plus ou moins le régime européen, mais cette reproduction ne prend pas nécessairement en considération trois facteurs qui sont susceptibles de peser sur l'application. Le premier facteur, c'est les changements de cadre juridique. Le deuxième, c'est la culture administrative au Royaume-Uni. Et le troisième facteur, c'est l'ambiance politique générale. Donc, concernant tout d'abord les changements de cadre juridique, je pense que tous ceux qui ont eu un cours de droit comparé savent que le même texte juridique appliqué dans deux contextes différents, le même texte juridique sorti de son écosystème ne produit pas les mêmes résultats. Il peut produire des effets variés. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, le Royaume-Uni est un pays dualiste qui a donc dû adopter une loi, the EU Withdrawal Act de 2020, qui modifie the EU Withdrawal Act de 2018 pour donner effet à l'accord des retraits, notamment les aspects d'effet direct, de primauté. Mais
il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni n'est plus un État membre de l'Union, qu'il ne fait plus partie de cette construction juridique complexe, de cette construction juridique d'ensemble que la Cour de justice décrit comme un réseau structuré de principes, des règles, des relations juridiques mutuellement interdépendantes. Cela n'existe plus pour le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'en fait plus partie. Et puis, si vous voulez, la directive 38 de 2004, dont le contenu est reproduit dans l'accord de retrait, fait partie d'un univers particulier, d'un écosystème particulier qui est animé par une dynamique basée sur l'interaction entre le droit primaire, le traité, et le droit dérivé. C'est un régime, je l'ai dit tout à l'heure, qui est sous-tendu par une logique de libre circulation fondée sur la citoyenneté, qualifiée de statut fondamental par la Cour de justice, alors que là, nous avons plutôt pour le Royaume-Uni une logique d'immigration contrôlée, d'immigration autorisée par l'État. Donc vraiment, il y a ce changement de contexte, de cadre juridique, de cadre constitutionnel, d'univers qui, je pense, affectera tout de même la capacité de l'accord de retrait de produire pleinement ces effets. Il faut pas, en tout cas, il ne faut pas méconnaître ce changement de cadre constitutionnel. Puis, deuxième facteur, la culture administrative. Le Royaume-Uni a décidé en mars 2019 d'appliquer par anticipation la possibilité ouverte par l'article 18 de la Cour. Donc, le Royaume-Uni a mis pour la première fois, parce que ce n'était pas dans sa culture de l'administration, une procédure administrative que doivent engager les citoyens de l'Union pour demander les statuts des résidents établis ou des résidents préétablis. Donc, je souligne d'abord un point de terminologie, une différence évocatrice selon moi. Là où le droit de l'Union nous parle de droit de séjour permanent, donc de permanent residence, le Royaume-Uni nous parle de settled status ou de pre-settled status. Et vous avez là deux concepts centraux de la politique migratoire britannique. Donc, il y a un changement de terme qui n'est pas anodin. Et puis, là, nous avons une procédure, encore une fois, nouvelle qui concerne un nombre significatif de personnes, 3 millions de personnes, citoyens de l'Union et ressortissants des pays tiers, y compris des catégories vulnérables, y compris des individus sans expérience préalable des procédures administratives de ce type. Et pourtant, de l'engagement de cette procédure et de son résultat dépend la sécurité du séjour, de la résidence au Royaume-Uni. Parce qu'encore une fois, le fait de ne pas présenter des demandes au titre de cette procédure qui s'appelle EU Settlement SIM, ou si on se voit refuser le settled ou le pre-settled status, rend la personne migrant illégale et qui peut conduire à son éloignement du territoire. Donc, les demandes pour l'obtention de pre-settled status ou de settled status peuvent être introduites jusqu'au 30 juin 2021. Donc là, vous avez une période de 6 mois à la demande du gouvernement britannique. Là, c'est le gouvernement britannique qui a dit non, il ne faut pas laisser une période trop longue. L'Union européenne voulait 2 ans. Il faut un délai de 6 mois après la fin de la période de transition. Il faut pouvoir en finir avec. Donc,
Donc, si vous voulez, vu que c'est la première fois que ce type de procédure administrative a été mise en place, il y a des raisons d'inquiétude. Et ces raisons sont renforcées par le scandale de la génération dite Windrush. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce travailleur venu après la Seconde Guerre mondiale des Caraïbes au Royaume-Uni. Il bénéficiait de la citoyenneté britannique, mais il n'avait aucun document prouvant leur citoyenneté britannique. Et puis, en 2018, on a commencé à leur demander à prouver leur arrivée au Royaume-Uni, alors qu'il n'y avait pas de registre, alors qu'ils n'avaient pas de documents. Et il y avait beaucoup de personnes qui ont été illégalement détenues, qui ont même fait l'objet d'expulsions. Donc, c'est ce scandale de la génération Windrush qui nous fait peser aussi des doutes sur l'efficacité. Donc, si vous voulez, moi, j'ai regardé un peu comment ce système, cette procédure a été appliquée jusqu'à présent. Et il paraît qu'il y a un nombre considérable de refus de settled status concernant notamment les membres de la famille ressortissants des pays tiers. Et les motifs invoqués sont parfois erronés. Et en tout cas, il n'y a pas beaucoup de clarté sur les critères qu'a utilisé l'administration pour prendre une décision. Un autre problème qui a été souligné, c'est le suivant, que même si on obtient le statut de le settled status ou le pre-settled status, on n'a aucune preuve physique. On n'a pas de carte. On a tout simplement un statut numérique. On est enregistré dans une base de données créée par le ministère de l'Intérieur. Et ça peut entraîner des difficultés dans le quotidien lorsqu'on veut louer un logement, acheter un logement, lorsqu'on est face à un employeur potentiel, parce qu'on ne peut pas tout de suite lui montrer une carte, hein, un petit document officiel qui dit voilà, je bénéficie du pre-settled status ou du settled status. Il faut se connecter en ligne, ça ne marche pas toujours parfaitement. Donc, vous voyez, ça crée des difficultés. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'association de 3 Million Advocacy milite pour l'établissement, la création d'une preuve physique du statut actuellement numérique de résident établi au Royaume-Uni. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui réclame beaucoup les citoyens de l'Union, avoir une preuve physique, un document, une carte, non pas simplement un statut numérique, ayant aussi à l'esprit le précédent de la génération Windrush et de la difficulté de prouver un statut, surtout plusieurs années plus tard. Enfin, troisième facteur qui peut avoir des effets sur l'application, l'ambiance politique. J'en ai parlé tout à l'heure, la politique de l'environnement hostile aux immigrants illégaux, mise en place par Madame May, qui a fini par devenir un environnement hostile à l'immigration tout court, légale ou illégale. Hein. Et je pense qu'actuellement, la société britannique est malheureusement, ce n'était pas le cas il y a quelques années, caractérisée par une hostilité à l'égard de l'immigration et une méfiance à l'égard des étrangers, des non-nationaux. Je vous invite à lire non pas un texte juridique, mais
un roman de Jonathan Coe qui s'appelle Middle England. C'est traduit en français comme Le cœur de l'Angleterre, où l'auteur essaye un peu de trouver des réponses pourquoi nous sommes arrivés là. Et ce Middle England désigne un état d'esprit, hein, et l'une des composantes de cet état d'esprit qui explique aussi le Brexit, en tout cas la décision de ceux qui ont voté pour le Brexit, c'est la méfiance à l'égard des étrangers, hein, de non-nationaux. Et enfin, je pense, si vous suivez l'actualité, vous avez vu ce qui s'est passé depuis septembre, le projet de loi du gouvernement britannique qui, s'il est adopté, donnera de pouvoir au gouvernement britannique qui iront à l'encontre du protocole au sujet de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, la procédure de manquement déclenchée par la Commission européenne qui n'aboutira pas devant la Cour de justice, mais c'était une façon d'exprimer le désaccord sur le plan juridique. Mais si vous voulez, cet épisode montre effectivement cette manque de confiance qui caractérise actuellement le rapport entre l'Union et le gouvernement britannique, et je pense qu'il est essentiel pour la bonne application de l'accord de retrait que une bonne foi de deux côtés existe, que la confiance soit présente, hein. Donc voilà très brièvement les raisons qui m'amènent à exprimer ces inquiétudes, ces interrogations au sujet de la bonne application de l'accord. J'espère me tromper. J'espère que l'autorité indépendante de surveillance fera bien son travail. J'espère que les juridictions britanniques feront bien leur travail. J'espère que les citoyens réclameront leurs droits et qu'ils auront l'appui des diverses associations citoyennes. Mais évidemment, tout cela est à suivre.